Bonjour à toutes et tous et bonne reprise pour ceux qui reprennent maintenant ou qui ont repris, mais avec la rentrée des classes des enfants, il y a quand même une atmosphère de reprise, même si le gouvernement n'a pas lâché, lui, a continué à taper. On l'a vu dans l'UMA encore, toutes les mesures qu'il prend pour blinder les choses, comme le plus probable, si ce gouvernement saute. Donc, merci d'assister à cette réunion. Voilà, on l'a faite en urgence pour vous outiller et pour comprendre. Donc, je vais essayer d'être relativement bref, un quart d'heure, 20 minutes, pour qu'il y ait beaucoup de questions et d'échanges. Hein. Et l'idée, c'est de s'outiller pour intervenir dans les luttes ou pour faire des tracts ou pour intervenir dans les AG ou autres. Il y a le 10 septembre, il y aura des initiatives partout, etc. Puis ça va continuer. Et puis, rendez-vous à la fête de l'humanité. Comme vous l'avez vu, économie et politique, on a mis en ligne un texte. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, on a fait aussi une petite note à la demande de la direction du parti sur les propositions qu'ont sorti le Parti socialiste ce week-end, en comparaison avec le programme du nouveau Fonds populaire, son programme économique qui ne date que d'il y a un an. Alors, écoutez, pour résumer les choses, je vous l'ai dit très simplement, en quelques phrases, on pourrait s'arrêter là, mais c'est pour aider à dire les choses synthétiquement. Le problème, ce n'est pas la dette. Le péril, ce n'est pas la dette, c'est la finance et le capital. Parce que de la dette, il y en a de la bonne comme il y en a de la mauvaise. C'est comme le cholestérol. La bonne, c'est celle qui permet de développer le pays et c'est ça dont on a besoin. Et on peut faire des changements immédiats, pas à pas, qui vont être profonds mais qu'on commence dès maintenant, qui permettraient de développer le pays. Je développe un tout petit peu plus. La dette n'est pas en soi le problème, c'est le symptôme des difficultés. C'est la conséquence du pouvoir des marchés financiers qu'on a donné, puisqu'on se finance auprès des marchés financiers. Et donc, si on paye 66 milliards d'intérêts, c'est parce qu'on se finance auprès des marchés financiers. Si c'était à 0%, on ne paierait pas ces intérêts. Et c'est aussi la conséquence, la dette, de la désindustrialisation et de la casse des services publics. Voilà. Et la fiscalité, comme la politique d'aide publique, accompagne cette casse des services publics et cette désindustrialisation. Et donc, nous avons la responsabilité de faire comprendre le ressort qu'il y a derrière. Voilà. Donc, alors, voilà, c'est ça le problème. Bayrou, d'ailleurs, si vous avez souffert sa conférence de presse, euh, il commence en disant les intérêts, donc c'est bien ça le problème, alors pourquoi pas 0%, mon cher? Et deuxièmement, en disant, et le pays, euh, nous ne sommes plus aussi bons que nous le croyons, l'industrie, etc. Et donc le problème, c'est le développement du pays et de l'industrie. Donc lui-même le reconnaît sans en tirer les conséquences. Parce qu'au lieu de développer le pays, il propose de taper encore plus, de couper, donc d'affaiblir encore le pays. Comme je l'ai dit plusieurs fois, vous pouvez reprendre cette expression. Soi-disant, on pèserait plus lourd, il propose de se couper un bras pour peser moins lourd, le sang va couler, l'après le plaie va faire souffrir, on va être affaibli, on va s'allonger et ça va être encore pire. Voilà, il sape, nous avons écrit les choses de façon plus économique, ce que fait Bayrou sape les bases d'un développement sain et d'une croissance saine. Or, il faut développer, et c'est en développant qu'on va, par le développement, par la croissance, avaler la dette qui va peser de moins en moins. Et c'est toujours comme ça qu'on a fait. Il y a des choses nouvelles dans ce qu'on dit, mais finalement qui renouent avec les grands moments de notre histoire, comme après-guerre en 1945, ou même après la Révolution française d'une certaine façon, ou à d'autres moments de notre époque, de notre histoire, pardon. Donc il faut développer. Donc la dette n'est pas en soi le problème, c'est le symptôme des difficultés. Le problème, c'est les marchés financiers, la désindustrialisation et les services publics. Deux, au lieu de couper et de taper, il faut développer. Trois, développer comment? Il faut dépenser plus. Oui, il faut un choc de nouvelles dépenses publiques, mais autrement. Et financer ces dépenses autrement. Hein. Les financer autrement à 0%, je vais y venir dans un instant. Et donc la question majeure, c'est un fonds d'avance pour les dépenses publiques. Et dépenser autrement,
C'est-à-dire il faut dépenser pour les capacités humaines, les services publics, la formation, l'emploi, les salaires, des services publics, éducation, santé, transport, etc. Et une autre relation avec les entreprises. Les 211 milliards d'aides aux entreprises, c'est énorme, mais nous voulons garder un levier sur les entreprises, mais ces 211 ne sont pas un levier, c'est une béquille pour les entreprises et c'est une saignée de nos dépenses pour des entreprises qui affaiblissent le pays. Et nous pouvons avoir un levier pour qu'elles développent le pays. Et parallèlement, si on lance ça, alors on pourra faire la transformation de la fiscalité, de la répartition. Mais les impôts à eux seuls ne suffiront pas. Si on prenait tous les profits des entreprises une année, même, si on leur confisquait tous leurs profits, ça ne suffirait pas du tout. Donc il faut des avances massives. Donc, en quelque sorte, nous visons les mondes dans le mouvement l'idée de justice fiscale. On pourrait répondre, oui, plutôt, oui, justice fiscale, mais nouvelle efficacité fiscale, sociale et écologique. Parce qu'on ne veut pas matraquer, on veut se développer. Et l'ennemi, c'est pas le voisin, l'adversaire, c'est une logique, c'est un adversaire. Euh, et donc, sur cette base-là, on peut construire des alliances, et j'y viendrai à la fin, euh, mettre sous tension même les modérés, en disant, mais c'est comme ça que le pays s'en est toujours sorti, pourquoi vous ne venez pas? Et je pense que la gauche doit au contraire affirmer ce qu'elle dit et pas amoindrir ce qu'elle dit, au contraire de ce que tente le Parti socialiste ce week-end. Elle doit affirmer ses positions avec les propositions communistes qui sont très importantes du point de vue économique, et dire aux modérés, venez là-dedans, parce que c'est ça qui permet de sortir le pays. Et de la même façon, dans l'Union européenne, il faut lancer au contraire euh, toute une négociation parce que les pays, tous les pays de l'Union européenne sont en grave difficulté, économie de guerre, Trump, et malgré tout, finance et capital partout. Voilà, on pourrait s'arrêter là. Je développe un petit peu, si ça vous, si vous supportez. Alors, donc, pour revenir, un, le diagnostic. Le problème, c'est la finance par la dette. Donc, les intérêts de la dette, c'est 66 milliards cette année, l'an prochain 80 milliards. Ce n'est pas à cause du niveau de la dette, mais à cause du niveau des taux d'intérêt. Et d'ailleurs, ils ont augmenté dès 2022 et déclenché les plans d'austérité. 20 milliards, puis 15 milliards, chaque fois, c'était lié au plan d'austérité. Pardon, les plans d'austérité étaient liés à l'augmentation des taux d'intérêt. C'est quoi les marchés financiers? C'est donc la dette, c'est l'accumulation des déficits. Et donc quand on a un déficit, c'est-à-dire qu'on a plus de dépenses que de recettes attendues pour les dépenses de l'État, sécurité sociale et collectivités locales, qu'on appelle les dépenses publiques. S'il y a plus de dépenses que de recettes et qu'on dit que ces dépenses sont nécessaires, alors on emprunte. On pourrait emprunter à 0% auprès du pôle public bancaire et surtout auprès de la Banque centrale européenne, qui émettrait une création monétaire à 0%. Mais on emprunte auprès des marchés financiers, c'est-à-dire BlackRock, euh, BNP Paribas, Crédit Lyonnais Asset Management, Barclays, etc., etc. C'est ça les marchés financiers. Ils ont un nom, une adresse, et ils se nourrissent de la dette. Ils se nourrissent de la dette. C'est précis, c'est pas aussi le financement des emprunts. La dette, c'est l'accumulation des emprunts qui ont été faits. Mais ces emprunts ne sont pas faits à 0%, parce que je vois un camarade qui dit c'est le financement des emprunts, ces emprunts ne sont pas faits à 0%, ils sont faits à un taux élevé, un taux de marché, et avec les conditions des marchés, qui vont exiger que cette dette ne finance pas les services publics, ou le moins possible les services publics et l'emploi. D'accord? Et donc, nous sommes dans les mains des marchés financiers. Enfin, le problème des marchés financiers et de la finance, c'est deux choses, c'est ce taux niveau des taux d'intérêt et le fait que la finance impose une utilisation contre les services publics et surtout contre l'emploi dans les services publics et contre une industrie efficace avec des entreprises et donc des dépenses publiques aux entreprises qui aident à délocaliser, nourrissent la croissance financière des entreprises contre l'emploi et la production réelle et l'accumulation du capital dans les entreprises contre les compétences et l'emploi. Je vous dis ou je vous rappelle, pour les uns ou les autres, il y a quand même quelque chose de très très choquant.
il y a deux ans et demi, quand notre parc de centrales nucléaires était en difficulté, il y en avait 40% qui ne fonctionnaient pas parce il y avait besoin de maintenance, nous n'avions plus de soudeurs Ouais. qualifiés suffisamment en France. Il a fallu faire venir 100 soudeurs par avion des États-Unis et du Canada. Voilà où on en est de l'écrasement des compétences et de la formation. Donc aussi bien les soudeurs que les soignants, les enseignants, à tous les niveaux. Donc, et tout ça, c'est accompagné par la fiscalité, une fiscalité qui favorise les ultra-riches, non pas les riches, mais les ultra-riches dans les ménages, et qui favorise les revenus du capital contre ceux du travail, et une fiscalité qui est très allégée sur les entreprises et qui ne cherche pas à orienter positivement le comportement des entreprises. Donc, fiscalité, d'un côté, et dépenses de l'État, qui sont elles aussi orientées pour suivre le capital et comme des béquilles du capital et un appui au capital. Les aides publiques de 211 milliards dans la commission d'enquête dont notre camarade Fabien Gay était rapporteur, euh, euh, elles ont des conditions, contrairement à ce qu'ont dit ces aides publiques. Et je vais en prendre deux types d'aides publiques. Les exonérations de cotisations sociales, c'est une exonération auprès de la sécurité sociale, mais c'est une dépense publique parce que l'État compense cette exonération en remboursant la Sécu. Donc l'État rembourse 80 à 85 milliards. C'est énorme. Je suis à 211. Et ces exonérations, elles ont une condition, c'est faire des bas salaires. Si l'entreprise ne fait pas de bas salaires, elle n'a pas les exonérations. Donc il y a une condition qui est très perverse. Ils appellent ça la trappe à bas salaire. Ça entretient les bas salaires. Au contraire, il faudrait comme de toute autre condition. Nous proposons d'ailleurs, pour les cotisations sociales, de moduler le taux à la hausse pour les entreprises qui cognent dans l'emploi et dans les dépenses de formation. Le taux. Les autres auraient le taux normal. Mais on peut parler du crédit impôt recherche, qui est aussi une aide aux entreprises. C'est 6-7 milliards, c'est beaucoup plus petit, mais on en parle souvent. Et là aussi, il y a une condition. Ce n'est pas de faire des dépenses de recherche. Non, contrairement à ce qu'on croit. Ça a été affirmé il y a une douzaine d'années. C'est de stocker du capital financier de brevets. On peut avoir fait les dépenses de recherche ailleurs, une autre fois, de stocker et de continuer à les amortir. Donc, à nouveau, c'est d'avoir du capital financier en brevet dans le pays. C'est tout. Donc, c'est vraiment des conditions très perverses. Et nous, je ne sais pas s'il faut 211 milliards, mais nous ne sommes pas du tout contre des aides aux entreprises pensées comme un levier d'action sur les entreprises. Et au-delà, nous souhaitons des nationalisations euh, significatives. Donc ça c'est le constat. Deux, Bayrou propose de taper plus, de couper encore. Alors je peux vous donner quelques éléments sur ce qu'il fait, mais ça c'est le plus documenté. Il y a quand même un point. On dit que l'attaque est de 44 milliards. C'est juste, mais ces 44 milliards se décomposent en deux morceaux. Un morceau qui est 14 milliards de baisse des dépenses pour les services publics, et un morceau qui est évalué à 30 milliards, mais qui est la non-augmentation du budget parce que on ne fait pas suivre l'inflation au budget. Et donc, là, c'est un calcul avec des hypothèses. S'il suivait les hypothèses d'inflation qu'on envisage, alors il y aurait 30 milliards de plus. Mais c'est vrai que ça fait 30 milliards de manque à gagner, parce que je ne sais pas si je ne donne pas euh, le budget pour le chauffage à une école alors qu'on sait que le chauffage va augmenter, ça revient à une baisse du service rendu. Vous voyez. Donc les mesures, c'est faire payer directement les milieux modestes et faire payer indirectement tout le monde en attaquant les services publics. Ne pas oublier ça, c'est la deuxième chose. La première, donc, euh, alors la liste, vous pouvez la faire, elle est faite dans les journaux, mais je la rappelle. Les 2 jours de congé, les 2 jours fériés, pardon, qu'ils veulent annuler, tout en disant, alors il l'a mis très précisément dans le débat des juillet, et puis maintenant il dit, oh non, c'est juste un truc comme ça, on peut proposer autre chose. D'ailleurs, il faut dénoncer une chose. Bayrou dit, tout est discutable, vous pouvez proposer des alternatives, c'est faux. Des alternatives à la baisse des dépenses publiques. Nous disons l'alternative, c'est l'augmentation des dépenses publiques, mais d'une autre façon. Financer autrement, utiliser autrement. Et donc, il ne veut pas envisager les alternatives
de développement des dépenses publiques. Lui, c'est comment je me coupe un bras, à quel endroit, et est-ce que c'est une main et un pied ou tout le bras? Voilà un peu la mentalité. Donc 2 jours, le doublement des franchises médicales, qui pourrait être plus de 100 euros par personne en moyenne, par an. L'attaque du droit du travail en général et la réforme de l'assurance chômage, à nouveau pour tordre le bras des chômeurs pour qu'ils reviennent travailler le plus vite possible à n'importe quelle condition, alors que l'enjeu, c'est former les chômeurs et les appuyer. Et le deuxième enjeu, c'est que les entreprises créent des emplois de qualité, efficaces. Cinquièmement, il y a le gel des prestations sociales, qui ne sont pas des aides, mais qui sont un dû, des prestations sociales, et le gel du point d'indice des fonctionnaires. Et enfin, la désindexation des retraites, parce que quand même, les retraites avaient été augmentées de 10% suite à l'inflation. Donc ça, c'est un premier ensemble. Et le deuxième ensemble, c'est on attaque les services publics, rien pour l'hôpital, rien pour l'éducation. Je rappelle que pour l'éducation, parce qu'il y a une petite musique qui court qui dit c'est normal de moins dépenser pour l'école puisque il y a une démographie avec moins d'élèves. Nous sommes 19% en dessous de la moyenne de l'OCDE pour les dépenses par élève. 19%. Si on enlève les retraites, hein, pour les dépenses directes par élève, nous sommes 19% en dessous de la moyenne de l'OCDE. Et dans l'OCDE, il n'y a pas que l'Allemagne et les États-Unis, il y a même le Chili. Donc vous voyez, cette moyenne, elle n'est pas très très haute. 19% en dessous pour la dépense par élève. Et donc au contraire, c'est le moment de faire mieux. Et pour le nombre d'élèves par classe, d'après le SNES ou le SNIPP, je ne sais plus si c'est le second ou le premier degré, nous sommes 3 élèves en dessous de la moyenne européenne. Deux et quelques, entre 2 et 3. Ce qui est beaucoup, parce que c'est une moyenne. Ça veut dire 5 dans certains endroits. Et être 30 élèves ou 25 élèves, c'est pas du tout la même chose. Et donc, au contraire, d'autant plus qu'on a énormément de besoins de formation et qu'il y a une difficulté et une fragilité de la formation et de l'éducation, profitons-en. Préparons l'avenir. Mais aussi le transport ferroviaire. Ils attaquent le transport ferroviaire alors qu'on en a besoin pour la vie des gens et pour l'écologie. Et puis, dans l'actualité, quand on discute avec les gens, je pense qu'il faut parler aussi des forêts. Le service public ONF, Office national des forêts, qu'on a démoli, où on supprime des emplois, et qui entretient les forêts pour qu'elles ne brûlent pas, et même les annulations d'achats de Canadair. C'est ça la baisse des dépenses publiques. Et donc ça finit par coûter beaucoup plus cher. Donc on coupe un bras, le sang coule. Voilà ce que ça veut dire. Bon, on pourrait développer, vous le sauriez développer mieux que moi. Voilà, donc euh, euh, nous avons besoin d'avances monétaires à taux faible, nul ou négatif, pour développer le pays et son activité. C'est ça l'enjeu. Baisser les dépenses publiques, c'est affaiblir le pays, aggraver la situation, c'est continuer les politiques qui nous ont conduits là où on est, et c'est accélérer la récession qui vient. Il y a une récession qui est en cours. Vous savez, même, je vais dire, une modérée. Pour ceux qui ont suivi des quelques apparitions que j'ai pu faire à la télé, je vais répéter une chose. Mathilde Lemoine, que vous connaissez ou pas, c'est la chef économiste de la banque Edmond Rothschild. Donc c'est quand même un peu les marchés financiers. Et elle dit, dans les Échos, en octobre et récidive en mars, il faut, plutôt que de développer les dépenses d'armement et de guerre, il faut développer les dépenses pour les services publics, santé, éducation, recherche. Et il faut un autre type d'investissement. C'est ça qui va développer le pays. Mais elle propose de le financer par les marchés financiers, bien sûr. Parce que c'est elle les marchés financiers. Enfin, c'est ses employeurs les marchés financiers. Mais elle raisonne, elle voit. Et donc c'est ces gens-là avec lesquels, c'est-à-dire sur une base de gauche radicale, il faut aussi s'adresser à ces gens-là en disant, choisissez, vous voulez enfoncer le pays ou chercher à développer, et on va trouver une façon de le développer. Parce que vous voyez que c'est ça qu'il faut faire. Voilà l'enjeu. Très radical, mais sans casser et sans jeter les modérés du côté de Macron. Au contraire, les modérés du côté d'une raison ambitieuse, riche des expériences de l'histoire. Donc réduire les déficits par la baisse des dépenses publiques relève d'une violence sociale inouïe et aussi d'une hérésie économique. C'est le contraire de ce qu'on a fait en 1945. Parce que là, on ne l'a pas dit, mais ils veulent doubler à terme le budget militaire.
Et ils vont peut-être faire en sorte que les intérêts de la dette soient moins élevés que le budget militaire. Donc, ils diront, grâce à nous, les intérêts de la dette ne sont pas le premier budget, c'est le militaire. C'est de la folie. Voilà. Alors, le RN, il est en fait dans la même logique d'austérité que Bayrou, parce que lui aussi, il dit qu'il faut baisser les dépenses publiques. Au lieu de moins 44, il propose moins 25. Il faut le savoir. Et il dit, oui, mais les Français n'en souffriront pas. Hein? Les immigrés vont en souffrir, ou d'autres. Non, c'est la même chose. C'est la démolition. Et donc, ce qu'on appelle les cadeaux fiscaux aux ultra-riches et aux grandes entreprises, ça se combine à tout le reste pour venir effectivement euh, mettre en difficulté le pays. Mais la plus grande partie, c'est l'abaissement de nos capacités de développement. Donc on a un État, moi je propose de dire, au service d'un capital égoïste et d'un capital qui brade le pays. Et donc vous avez bien vu que le MEDEF soutient le budget Bayrou. Pourtant, c'est lui qui a détruit l'industrie, avec 2 millions d'emplois industriels en moins en 20 ans. Et la France, c'est un des pays les moins industrialisés. Et tout ce qu'il veut, c'est préserver ses profits. Voilà. Donc, dépenser plus, financer autrement les dépenses. Et je finis là-dessus. La proposition majeure, c'est donc financer autrement les dépenses en libérant l'État de la tutelle des marchés financiers. Créer un fonds d'avance pour les services publics à partir de la France. Il serait financé à très bas taux, à taux zéro, voire à taux négatif, par le pôle public bancaire. Le pôle public bancaire, c'est composé de la BPI, Banque publique d'investissement, de la Caisse des dépôts et de la Banque postale. Et il exigerait son refinancement à 0% par la Banque centrale européenne, ce qui est compatible avec les traités, ce qui est autorisé par les traités. C'est une bataille politique à mener, mais tout de suite on peut financer, en tout cas. Et en même temps que cette bataille politique, on mettrait sur la table le fait qu'il faut même un fonds européen, tous les pays ont besoin, et nous devons faire. Et nous avons un potentiel pour dire ça. Donc toujours sur le financement et le fonds, les Allemands, ils font un fonds aussi, ils mettent en place un fonds d'avance pour les dépenses publiques de 500 milliards, et puis ils creusent leur déficit de 300 milliards. Donc ils font 800 milliards, les Allemands. Donc la donne a changé. Vous avez vu, la presse, elle le dit peut-être, vous avez peut-être vu parce que la presse le dit en disant les Allemands abandonnent le frein à la dette. Ouais. Donc ils font. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y a deux problèmes. Ils le font beaucoup pour les dépenses militaires, mais un peu pour les services publics et les infrastructures. Et c'est la bataille qui a mené Die Linke, et c'est sur cette base-là que Die Linke est passé de 3% ou 2% aux européennes à 10% aux législatives, parce qu'ils ont osé mener cette bataille, vraiment, eux, sur cette histoire de, oui, il faut financer plus, mais pour les services publics. 10%, ils ont fait. Donc pas la guerre, mais les services publics. Ça, c'est le problème. Et le deuxième problème, c'est que les Allemands, ils le font, mais avec un financement par les marchés financiers. Donc avec les taux d'intérêt élevés. Et dans les mains des marchés, qui, eux, vont exiger aussi un certain type de dépenses. Donc, un fonds d'avance, c'est possible, on peut le créer. Et nous sommes en discussion avec nos camarades parlementaires pour voir dans quelle mesure, dans le débat, qui ne va pas exactement être un débat budgétaire, on peut insérer cette proposition, qui correspond aux 10 propositions de notre pacte, qui sont appelées à un endroit et on met un fonds de 500 milliards. La deuxième chose, ces dépenses, je dis bien des dépenses, ne sont pas que des investissements. C'est des dépenses d'avenir. Mais l'investissement, c'est qu'on met dans le capital, dans les machines, dans les bâtiments, dans le matériel. Or, ce qu'il faut, c'est des dépenses humaines. Ce que les autres appellent des dépenses de fonctionnement. Mais ce n'est pas du fonctionnement. C'est des dépenses d'avenir, d'embaucher des soignants, d'embaucher des enseignants, d'embaucher des chercheurs, d'embaucher des personnels qui s'occupent de la santé mentale et de la ZE, etc. Donc, deuxième chose, au cœur des dépenses, c'est des pré-recrutements massifs dans les services publics. Éducation, hôpital, recherche, transport ferroviaire, énergie. On peut dire, par exemple, euh, dès la première année, 10 000 dans l'éducation, 50 000 dans la santé, et 5 000 cheminots. On peut commencer comme ça. Bon. Parce qu'en plus, ça change la donne si on commence à recruter massivement, y compris pour le contenu du travail et l'intensité du travail dans ces services publics comme l'hôpital où on est à l'os. Donc dépenser autrement, pré-recruter et former massivement des agents publics, parce que les pré-recrutés, ça veut dire des étudiants qui touchent une rémunération pendant leur formation, mais il faut former, on ne peut pas mettre quelqu'un à soigner tout de suite sans qu'il soit formé. Deuxièmement,
changer les critères des aides publiques aux entreprises. Oui, il faut changer profondément ces critères et ouvrir la boîte de Pandore et mettre de la démocratie là-dessus avec le suivi des salariés. Et je pense que dans les AG et dans les mouvements, ça monte. Et les soumettre du coup à des conditions pour l'emploi, la formation, l'environnement, l'écologie, avec un contrôle. Et enfin, engager une refonte de la fiscalité, faire cesser la dégressivité sociale, fiscale, aussi bien pour les ménages que pour les entreprises. Aujourd'hui, le taux de prélèvement des gros est plus faible que celui des petits, mais il n'y a pas seulement gros-petits. Le taux de prélèvement, si vous gagnez de l'argent par de la finance, des placements financiers, ou même en possédant des immeubles par des loyers, et il y a plein de couches moyennes qui se mettent à acheter des logements pour avoir un revenu pour leur retraite, ben vous êtes moins imposé que si vous gagnez par le salaire ou les pensions. C'est l'inverse, il faut favoriser le revenu du travail au détriment des revenus du capital, de l'argent qui dort, comme on dit. Et enfin, il faut renforcer et développer la cotisation sociale pour financer une bonne retraite à 62 ans et plus tard à 60 ans. Voilà, à mon avis, il y a ces quatre éléments: fonds d'avance, autre type de dépenses avec les pré-recrutements et la refonte des aides, refonte de la fiscalité et cotisation sociale, c'est des éléments qui ont une revendication immédiate pour le mouvement social et qu'on peut utiliser dans la bataille. Voilà, j'espère pas avoir été trop long, il faut surtout avoir de l'échange maintenant, mes camarades. Bon, salut camarade. D'abord, merci pour l'introduction et je remercie aussi l'ensemble des camarades qui constituent, je dirais, le cœur de la Comeco et dont certains sont membres du CN ou membres du CEN. Le texte qui a été fait je crois, de mémoire à 14 mai est excellent, est excellent. Bon, il ne doit pas rester, je dirais, entre nous. Moi, j'ai pris l'initiative dès que j'ai eu le texte, c'est-à-dire aujourd'hui, je l'ai envoyé à tous les adhérents, comme ça a été dit par Denis au niveau d'introduction. Aujourd'hui, les camarades ont besoin comment dirais-je, qu'on outille la boîte à outils pour aller au contact des gens et expliquer. À ce titre-là, moi, je pense que, alors, je ne sais pas comment, je dirais, au sein de notre parti, les choses pourraient être mises en place. Mais au fur et à mesure, je dirais, de l'intervention de Frédéric et du texte que j'ai lu attentivement, je me suis dit, est-ce que dans les mois qui viennent, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, parce que, bon, pour ceux qui suivent, je dirais, les échanges à travers les réseaux sociaux, que ce soit Signal, Télégraphe ou autre, rares sont les échanges qui vont aussi loin que ce que la Comeco, ce que nous, Comeco du parti, est en capacité, je dirais, de mettre en avant. Et je me suis dit, est-ce que, alors peut-être que je me plante, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de mettre en avant des initiatives de débat par une ou deux fédés ou trois fédés ou deux fédés en direction de la population sur ces aspects-là, c'est-à-dire, je dirais, décortiquer la situation, parce que au-delà des Françaises et des Français qui sont en attente et pour certains perdus et lobotomisés par les médias, nos camarades ne sont pas exempts non plus d'avoir, je dirais, des difficultés quant à maîtriser les raisons et les objectifs pour mettre devant. Et je pense que peut-être ce serait parce que ma crainte, c'est que nos réflexions restent dans un cercle fermé. Il faut aller à l'extérieur. La bataille que nous devons mener par rapport à cette situation, c'est pas l'attente du 8, c'est certes, il y a le 10, mais ça va demander 7, 8, 9, 10 mois pour construire un véritable rapport de force pour changer de paradigme et changer de société. Et pendant ce temps-là, notre parti, qui est un parti communiste, révolutionnaire et marxiste, a toute sa place à prendre dans les propositions et les objectifs. Et je crois qu'il faut que les uns et les autres, là où nous sommes, on secoue notre parti, non pas pour être dans l'attente de ce qui peut se mouliner
après le 8 septembre, mais le changement se fera au contact des gens, que ce soit devant les entreprises, que ce soit dans les quartiers, que ce soit sous forme de débat, toutes les formes de distribution de tracts, mais les gens ont besoin d'échanges, les gens ont besoin d'être informés, parce que si on laisse la main aux médias qui sont à la solde pour une grande partie du système capitaliste, et sur un aspect politique, hormis le parti qui sort, je dirais, de l'autoroute de soutien au système capitaliste qui ne le remet pas en cause, c'est bien à nous d'aller secouer, je dirais, franchement, dans les mois qui viennent et les jours qui viennent, secouer notre parti pour qu'on aille au-devant de la population pour échanger, ferrailler et ferrailler aussi avec les autres. Voilà, je suis des fois un peu long, mais merci. Merci. Je reprends un petit peu ce qu'a dit Frédéric tout à l'heure par rapport à mettre de la démocratie. Ça me paraît tellement important par rapport à ce qui est vécu par les services publics actuels et en particulier sur la région parisienne, mais je vais revenir. Tant pis, c'est mon dada, hein, c'est la RATP. Et voir ce qui se passe sur la région parisienne et tout ce qui est en train de se casser sur la région parisienne. C'est-à-dire la mise en place à la RATP, par exemple, de la perte du statut des agents de la RATP. C'était quelque chose qui peut, à un moment donné, amener à mieux réfléchir sur la capacité de mettre la démocratie dans l'entreprise, mais ailleurs aussi. Hein. Moi, ce que je peux dire, c'est que dans les discours que je peux avoir avec les agents de la RATP quand je prends le bus, et bon, je me présente en tant que tel, mais euh, quelles seraient les dispositions qu'on pourrait faire par rapport à ces transports dans le cadre de mettre la démocratie qui nous permettrait effectivement de présenter la refonte de la fiscalité telle que Frédéric nous l'a présenté tout à l'heure. Pour, il faut éviter, il faut sortir du fatalisme politique qu'il y a actuellement, et c'est particulièrement pénible cette affaire-là. Donc la casse de l'outil dénationalisation. Alors je sais bien que chez EDF ils ont repris, mais il y a pas tout le statut chez EDF. Il y a dans le cadre des nationalisations, est-ce que les nationalisations, comme Frédéric n'en a pas parlé, de cet outil qui pourrait être effectivement mis en place avec le développement de la démocratie à l'intérieur du monde du travail tel qu'on l'avait défini. Et donc de la civilité. Être un citoyen responsable, c'est être un citoyen civique hors de l'entreprise et dans l'entreprise. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Alors, voilà. Donc, je pose en fait le problème de savoir si on doit relancer la notion des comment dirais-je, des nationalisations et qui nous permettrait effectivement de peut-être avancer des argumentaires sur les dépenses humaines nécessaires et suffisantes à l'intérieur du monde dans lequel on travaille. C'est valable pour les retraités aussi, hein, je tiens à le signaler quand même à tout hasard. Hein. Voilà, je crois que c'était un point plus spécifique que je voulais souligner par rapport au fait qu'on n'a pas parlé de nationalisation dans nos propositions. Une observation, bon, s'agissant des avances remboursables, là, bon, je suis à peu près certain que malheureusement, on va nous traiter comme d'habitude d'utopistes, de doux rêveurs. Bon, il est quand même bon de remettre les choses en perspective et de rappeler que c'est grâce aux avances remboursables qu'on a réussi à bâtir le programme Airbus, qui a des avances remboursables à taux zéro, qui ont permis à l'industrie aéronautique de développer et de construire ces avions. Et si on n'avait pas fait à cette époque ces avances remboursables, le marché de l'aéronautique, ça serait Boeing en situation de monopole privé. Donc je pense quand même qu'on a un exemple de ce point de vue qui est assez éclairant. Ensuite, s'agissant de la problématique de la dette et de l'épargne, on a aujourd'hui, il semblerait que les Français n'aient jamais autant épargné qu'actuellement. Et pas seulement les ultra riches, les moyens et les modestes. Bon, on évoque l'équivalence ricardienne, bon, à savoir que les ménages épargneraient en anticipant de nouveaux prélèvements ou de nouveaux impôts. D'où mon questionnement, est-ce que ce véhicule, donc que tu proposes, ce véhicule public de financement à taux zéro
plutôt très bas en faveur du développement, est-ce qu'il ne pourrait pas s'appuyer pour partie sur un grand emprunt directement souscrit auprès des Français? Parce qu'aujourd'hui, qui se gave avec l'épargne des Français? Ce sont les parasites habituels, les banques, les compagnies d'assurance qui prélèvent leur dîme. Est-ce qu'il semblerait farfelu, loufoque, d'imaginer que la relance, en particulier la réindustrialisation du pays, puisse s'appuyer pour partie sur un emprunt financé non pas par les marchés financiers, non pas ouvert vers BlackRock, mais vers l'épargne des particuliers? Ou est-ce que ça te paraît être une solution d'un autre siècle? Voilà, je pose la question de façon un petit peu naïve. Voilà. Ok, merci beaucoup mes camarades. Donc je vais venir. Peut-être je commence d'abord par les questions qui ont été posées par Internet, enfin dans le chat, hein. Notamment la première, il y en a plusieurs, hein. Je n'ai pas vu qu'il y en avait d'autres qui étaient apparus. La première, c'est sur la BCE, hein. C'est comment il s'appelle? Je remonte. René Marin. Les prêteurs actuels sont des marchés financiers imposant leur taux. Comment prendre le pouvoir sur l'argent? Nous préconisons de créer un pôle public bancaire et financier. Donc, euh, euh, ce que nous préconisons là-dessus, on ne nous traite plus de doux rêveurs, hein. Les gens disent, ah tiens, c'est intéressant, nous n'y avons pas pensé, nous ne voyons pas. Moi, j'étais très étonné quand je suis passé à France Info, ils m'ont pas traité de doux rêveur. La situation a un peu changé, je pense. Il faut s'appuyer là-dessus, sur le fait, alors bien sûr, si on était amené à progresser, on nous taperait dessus plus fort, mais sur le fait qu'il y a une perplexité et que tout le monde voit que les mesures Bayrou, c'est un fusil à un coup. On l'a fait, et qu'est-ce qu'on fait derrière? Hein. Jean-Marc Durand, il dit souvent, écoutez, on a fait Barnier 15 milliards, ça marche pas, et on continue encore 14 milliards plus 30 milliards cette année, ça marche pas. Donc on n'arrête pas de faire la même chose. Donc tout ce qui est solution autre, et c'est pour ça que le lien en disant, mais on l'a déjà fait, alors Airbus, oui, d'une certaine façon pour les entreprises, mais donc c'est vrai, et les gens, ils peuvent du coup mieux comprendre, mais on l'a fait massivement après-guerre. Après-guerre, les avances pour la sécurité sociale, c'est 100% du budget. Et on le fait avec les banques publiques qu'on a nationalisées. Or, nous avons des banques publiques. Bien sûr, il faudrait nationaliser plus largement, mais euh, il nous faut tenir un équilibre entre donnant à voir ce qu'il faudrait faire de beaucoup plus radical, mais ce qu'on peut faire dès maintenant. Et donc, avec le pôle public bancaire existant maintenant, on peut le mobiliser. Bien sûr, il faudrait plus. Ah, c'est vous qui le dites. Bah oui, bien sûr, et c'est possible. Donc ça, je pense, c'est important. Et deuxièmement, ce que dit notre camarade René Marin, excuse-moi de revoir ton nom, c'est pression sur la BCE, c'est-à-dire le niveau européen. Oui, il est fondamental ce niveau européen. C'est une bataille politique. Parce que, euh, d'abord, nous avons vécu la pandémie, et plusieurs disent il fallait faire ce qui a été fait, ou la Banque Centrale Européenne, on a vu qu'elle était capable de faire des avances à 0% pour soutenir le pays. Le problème, c'est qu'on n'a pas mis des critères à ces avances. Donc finalement, au lieu de soutenir le pays, ça a été essentiellement empoché dans les profits, l'accroissement des valeurs du capital, et puis derrière les délocalisations et les suppressions d'emplois. Et donc ça a maintenu le pays sous oxygène, et dès que ça s'est arrêté, ils ont affaibli le pays. Donc on voit qu'on peut le faire, mais il faut le faire autrement. Et on peut le faire. Et c'est autorisé par les traités. Deuxièmement, il y a un tournant en Allemagne, puisqu'ils disent qu'il faut des avances. Ils ne le font pas de bonne façon, mais ils disent qu'il faut des avances, donc on peut discuter. Et troisièmement, il y a d'autres pays comme l'Espagne, qui dépensent, qui relancent, avec des difficultés. Et tous les pays d'Europe ont des problèmes sur leur service public. Donc c'est ça la bataille politique. C'est nos partenaires, les partis de gauche, les mouvements sociaux en Europe. Moi, j'ai fait des débats 2 fois, 3 fois, mais ça n'est pas médiatisé, l'UBA n'en parle pas, ni rien, avec les représentants de la Confédération européenne des syndicats. Au moins 2 fois, j'ai dit 2 fois, 3 fois, j'ai gonflé. Si, il y a peut-être une troisième. Oui, 3 fois. 3 fois. Une fois en Espagne il y a 2 ans. Le représentant de la Confédération européenne des syndicats et le représentant de la Fédération européenne des services publics. La CES, c'est des sociodémocrates et les services publics, c'est un camarade espagnol, camarade communiste. Mais c'est la fédération, hein, c'est pas, il n'est pas président comme communiste. Une deuxième fois à Budapest, réunion européenne aussi. Et une troisième fois à la Bourse du Travail de Paris,
c'est repris dans l'économie politique où ils sont venus, les syndicalistes. Et, et la Confédération européenne des syndicats dit oui, nous sommes intéressés par ce fonds européen. Oui, il faut des avances pour développer. Oui, c'est possible. Et la Banque centrale européenne peut participer. Alors, je donne l'aspect technique, parce que nous avions appris avec excès, l'excès venant des gauchistes qui étaient impliqués dans la bataille sur le traité constitutionnel européen en 2005, nous avions appris que la Banque centrale européenne a interdiction de financer directement les États. C'est le premier paragraphe de l'article 123. 123, c'est facile à retenir, c'est 1, 2, 3. Mais il y a un deuxième paragraphe, donc c'est l'article 123, 2, deuxième paragraphe, donc 1, 2, 3, 2, qui dit, mais la Banque centrale européenne peut financer une institution financière publique qui fait du crédit. Donc un fonds européen qu'on créerait et qui ferait ça. Donc on peut le créer en intercale entre la Banque centrale et les États pour développer les services publics. Et comme on le crée, on met de la démocratie. Donc ça, c'est cette bataille politique. Nous avons tous besoin en Europe d'un développement des services publics. Nous voulons la paix et c'est les services publics qui vont faire la paix. Et même nous pourrions ajouter, nous aurions besoin d'un fonds de développement du Sud et de coopération avec le Sud. Mais c'est un peu à côté du débat, même si ça fait partie de l'affaire. Et donc, nous devrions monter cette bataille. C'est cette bataille politique qui est très importante à mon avis, et les conditions sont nouvelles. Voilà pour le camarade René Marin, René Marin, c'est ça. Alors, félicitations à la Fédé du Morbihan, hein, où je suis allé une fois, il n'y a pas longtemps, physiquement à Vannes, et puis par Internet faire une formation, et nous allons, et donc, qui organise une initiative en octobre-novembre, très bien, et il faut voir comment on injecte nos propositions, c'est comme ça qu'il faut faire partout. Bon. Alors, troisièmement, pour répondre à ce que dit euh, Alain Arnaud, oui, la démocratie est fondamentale. Alors la démocratie, d'ailleurs, c'est aussi dans le fond d'avance pour les services publics, parce qu'il faut, je vous dis, il faut arriver dans la bataille à montrer que c'est possible dès maintenant, mais qu'il y a un élément de radicalité pour que ça marche. La radicalité, elle est d'abord de classe, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut que ça dépense pour les êtres humains et pas pour le capital, et c'est ça la question de classe, c'est capital ou être humain. C'est ça la question de classe moderne. Il ne faut pas se gargariser avec le mot classe en pensant uniquement ouvrier et en disant on va investir dans des machines qui suppriment 100 postes d'ouvriers. Ça, c'est anti-classe. Non, c'est dépenser pour les êtres humains et pas pour le capital. Donc il y a de la démocratie là-dessus, quand on a des critères. Mais la radicalité, c'est que ce fonds d'avance des services publics, si on le crée, on va voir avec les parlementaires ce qu'ils pensent possible de mettre aujourd'hui si on écrit la proposition. Mais sur le fond des choses, ce fonds, il pourrait être avec une gestion démocratique, c'est-à-dire des parlementaires représentant des citoyens, mais des représentants des organisations syndicales, et pourrait être saisi par le terrain, par les populations, quand ils vont exiger un développement des services publics, disons à partir d'un certain montant, et en débat avec le fonds pour qu'il finance ça. Ou bien c'est un fonds d'avance pour le budget, donc c'est un débat avec la nation, mais il faut qu'il y ait une dimension citoyenne, à mon avis, peut-être avec les CZR, avec le Conseil économique et social, une dimension citoyenne pour que les citoyens appuient le besoin de services publics. Je pense que c'est très important cette question citoyenne, et c'est à l'appui des mobilisations. À la rentrée dans l'école, il va y avoir des mobilisations, il y a à chaque fois des mobilisations, et partout pour les transports dans les régions, il y a des mobilisations, et donc ces mobilisations devraient avoir un interlocuteur et discuter argent. Donc, le deuxième élément de la démocratie, tu as dit nationalisation, bien sûr, mais comment dire j'ai écrit un article dans Cause Commune que vous pouvez lire qui fait l'histoire du Parti communiste et les nationalisations, avec quelques étapes. Euh, nous avons l'expérience de nationalisation qui ne marche pas. C'est pas parce qu'on a fait des nationalisations que ça ne marche pas. C'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il faut. Et donc le grand enjeu, nous disions, c'est pas seulement une étatisation, c'est une appropriation économique et sociale, c'est-à-dire surtout, il est double, de la démocratie. Mais la démocratie, ça ne suffit pas si les gens sont convaincus que les critères, c'est d'éliminer les étrangers et de faire de l'argent pour les Français, par exemple. Ça ne marchera pas. Donc si les critères, c'est ceux du RN. Donc, il faut de la démocratie, mais d'autres critères que la rentabilité, l'efficacité économique et sociale, c'est-à-dire développer les richesses écologiques et sociales dans le pays, en dépensant pour les êtres humains.
Donc c'est ça l'enjeu des nationalisations. Et, et des nationalisations, on ne veut pas tout nationaliser, mais avoir dans chaque filière nationaliser les entreprises significatives. Mais si on commence comme ça, alors que le sujet c'est le budget, on n'avance pas. Si par contre on dénonce les privatisations et qu'on montre que c'est une utilisation de l'argent public contre l'emploi, contre l'efficacité, oui, là ça avance. Je pense que faut voir le moment, entre guillemets. Résistance, construire. Donc on est dans la résistance et on veut amener les gens à la construction. Mais donc on peut parler de nationalisation, c'est ce que j'ai fait en disant, il faut les aides publiques tout autrement, il faut les développer. Il faut même des nationalisations et d'un autre type. Mais il faut déjà embrayer sur la question des aides publiques, à mon avis. Mais ça, c'est un débat d'opportunité politique. Et surtout, la question des nationalisations, c'est pas dire le mot, c'est d'un nouveau type de nationalisation avec des critères nouveaux. Puisqu'on a Ron Poulain qui était nationalisé, il a tout démoli. Usinor Sassilor était nationalisé. Où est notre sidérurgie? Renault, son premier actionnaire, reste l'État. Renault, regardez où il en est, etc., etc. Et donc le problème, c'est ce qu'ils font. C'est pas la présence de l'État. C'est un État qui appuie le capital, alors que nous disons, on devrait avoir un État qui appuie la société contre le capital. C'est pas la même chose. Vous voyez? Alors, ce que dit, pardon, j'ai oublié ton prénom, sur l'épargne, ce que tu dis. Donc, euh, Guillaume. Guillaume, pardon. Parce que j'essaie de relire mes notes en plus. Oui, voilà. Donc, l'épargne, bien sûr, d'abord, bon, l'équivalence ricardienne, tout le monde ne comprend pas. En fait, il y a une épargne importante en France et elle augmente parce que les gens ont peur d'être au chômage ou d'avoir à payer des impôts. Donc, ils disent, je ne dépense pas, mets ça de côté. Et y compris pour leurs enfants. Parce qu'il y a, on dit les vieux sont moins pauvres qu'ailleurs, mais en fait, ils aident beaucoup leurs enfants. Donc, il y a de l'intergénération. Donc, c'est de l'épargne de précaution. Et donc, on dit, il y en a beaucoup, il faut la mobiliser. Certes. Mais c'est long, c'est difficile parce que, et moi je suis d'accord, mais c'est difficile parce que beaucoup d'épargne est bloquée dans des dispositifs auxquels les ménages sont accros en quelque sorte, ils sont dépendants. On peut- un dispositif, c'est l'assurance vie, c'est 2000 milliards à peu près, c'est considérable. 2500 ou 3000 milliards, j'ai plus les chiffres exacts en tête. C'est considérable. Donc, et les gens, ils en touchent du revenu, en plus il y a des aides fiscales. Donc, c'est très long. C'est pour ça, dans la temporalité, de même que la fiscalité, la réforme de la fiscalité, c'est très important, hein, Françoise Bréfort en parle, mais c'est ce que le mouvement a au ras des pâquerettes. Il faut partir de ça. Mais c'est compliqué de réformer la fiscalité. Et c'est pourquoi, immédiatement, on peut commencer à développer le pays. Et dans une base où on développe le pays, on commence à orienter, à aller vers autre part, et à se donner d'ailleurs un cap. Alors là, on va faire réorientation de l'épargne, transformation de la fiscalité, etc. C'est comme ça. C'est ça les temporalités. Transformation de l'épargne, bien sûr, on avait fait autrefois, enfin autrefois en 82, euh, Delors nous avait concédé les idées de Codéfi, Codévi, pardon. C'était des livrets d'épargne pour l'industrie. Mais quel contrôle, quels critères, rien du tout. Donc ça peut être encore des béquilles du capital. De même, flécher de l'argent pour que ça aille aux investissements verts, le problème, c'est les critères et comment. Et s'il ne fait pas du vert, on retire l'épargne. Bon, donc c'est important, mais c'est lourd. Et donc, le cœur, c'est l'utilisation de l'argent autrement, jusqu'à l'épargne, bien sûr. Mais, euh, 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 et donc, les gens qui voient l'épargne, ils voient qu'il ne faut pas un financement. Enfin, ils peuvent voir, souvent comme toi, pour deux raisons. Ils disent, ça ne vient pas du marché financier et ça peut être utilisé autrement. C'est ça le cœur. Eh bien oui, tout ce qui ne vient pas du marché financier qui peut être utilisé autrement, oui. Et donc, commençons par le plus important. Le pôle public, on l'a, bancaire. À 0%, il fait des avances. Et autrement, c'est ça la discussion. Et tout un ensemble de choses vont appuyer ça. Trois choses. L'épargne, les dépenses des aides publiques et la fiscalité. Voilà. Alors, je descends encore dans les questions. 10 septembre, 18 septembre, je suis complètement d'accord avec Michel Lapierre. Et donc, il va y avoir des AG, des réunions. On va se muscler aussi à la fête de l'UMA. Et donc, des initiatives à prendre, de débats, des petites fiches. Il faut aussi, on va mettre des choses sur les sites d'économie et politique. Vous pouvez les prendre et faire circuler.
Alors, la question des revenus immobiliers. Les revenus immobiliers, alors le revenu foncier, c'est un peu différent. Il y a les revenus fonciers des agriculteurs, mais ce n'est pas les revenus immobiliers. Les revenus immobiliers de loyer d'immeubles, le prélèvement est beaucoup plus faible que sur les revenus du travail. Ça, c'est reconnu, c'est très clair. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est reconnu. Les revenus fonciers, c'est plus large. Euh, et donc, l'ensemble des loyers et des revenus du capital, d'ailleurs, un immeuble, c'est du capital quand on l'utilise pour faire du revenu. Quand on l'utilise pour l'habiter, une maison, c'est pas la même chose, mais quand on l'utilise pour faire du revenu, c'est du capital. Et donc, tous les revenus du capital, leur fiscalité est allégée. Notamment quand les gens font des SCI pour la propriété du capital. Donc, une forme de capital financier par-dessus le capital. Toute la fiscalité encourage ça. Et nous le savons dans le parti. Je ne développe pas sur cette remarque. Alors, euh, Françoise Bréfort, jusqu'à 100 milliards de pertes fiscales par année. 30 000 postes supprimés à la GFIP. Bien sûr, alors 200 milliards, ce n'est pas des dons aux entreprises, c'est des aides. Euh, euh, si on dit des dons, bon, c'est autre chose. Mais comment dire? La liste des suppressions de postes dans la fonction publique, que ce soit à la DGFIP ou dans l'éducation nationale, c'est 35 ou 40 000 postes hein, qui ont été supprimés depuis Sarkozy. Parce qu'il faut revenir, hein. Il ne faut pas remettre les compteurs, prendre toujours les 2 dernières années. Donc ça, il faut effectivement le faire. Mais faire le point, on est à l'os. Et donc il faut plus. Et l'important, c'est il faut plus pour être plus efficace. Et c'est ça qui va permettre d'être plus efficace. La deuxième chose, perte fiscale. Oui, bien sûr, perte fiscale. Mais on va commencer à taper sur le voisin, on va commencer à tout de suite trouver l'argent pour se développer, et dans ce mouvement, on emmènera des gens qui seront contents de ce qui va se passer. C'est ça la politique. C'est ça. C'est non pas dire c'est la faute du voisin, même très riche, et on va lui taper dessus. Ça, c'est, à mon avis, ça divise le pays. C'est dire oui, on va avancer, et le voisin, il doit contribuer, et il doit contribuer plus que les autres, parce qu'il y a une justice qui doit se faire. Mais pas seulement dans un mouvement, dans un but partagé. Et cette idée du but partagé pour se développer par la formation, par la recherche, par l'éducation, par un nouveau type de production, c'est là-dessus qu'on peut emmener le pays, c'est là-dessus qu'on peut avancer. Et tout en faisant les dénonciations. Voilà, je pense que c'est très important. Voilà. Euh, Quand je dis, alors, Sylviane, tu dis embarquer les modérés, tu peux expliquer, tu penses à qui? Alors, il y a toutes sortes de modérés. La gauche ne doit pas se renier sur ce qu'on dit, clairement. Mais, vous avez remarqué qu'à l'Assemblée nationale, la gauche n'a pas la majorité. Et vous avez remarqué que, comment il s'appelle, Macron et Bayrou, on ne sait pas s'ils sont d'accord ou pas, mais ils cherchent la même chose. Ils cherchent, un, le RN à le faire monter comme repoussoir, et deux, à casser le PS pour reconstituer un centre. Donc à prendre dans le PS les modérés vers le centre. C'est ça que j'appelle les modérés. Et en France, jamais en France, on a fait un changement sans les modérés. Mais pas sous les modérés. En 1936, le Parti communiste, il dit il faut faire avec le Parti radical, qui étaient les modérés, qui n'étaient pas du tout radicaux, pas dans la radicalité. Il dit il faut faire avec le Parti radical, pas seulement la SFIO. En 1945, on fait avec les gaullistes. Mais on fait des choses qui ne sont pas modérées, qui sont fortes. Mais on n'est pas dans l'idée, on va casser par rapport à ce que disent des gauchistes et un certain gauchisme de LFI. Le, L'électorat de LFI pourrait être proche de nous. C'est pour ça que je parle de ce que des dirigeants de LFI et de la confusion de LFI entre radicalité et violence, brutalité, cassure. Et donc, ceux qui pensent qu'il ne faut pas casser les choses et qui sont dans les couches moyennes et qui s'identifient, euh, euh, qui ne veulent pas complètement tout jeter, qui essaient de comprendre ce qui se passe, il faut aussi leur parler, leur dire, mais rentrez dans la danse parce que là, on va dans l'impasse. Et ce qu'on fait permet de développer le pays ensemble. Et je pense que c'est fondamental. Et donc, même politiquement, nous devrions dire, mais
Si vous voulez développer le pays, pourquoi vous venez pas avec nous? C'est à vous de venir sur la gauche. C'est à vous. euh, Si vous dites que vous êtes le centre intelligent, c'est à vous de venir sur la gauche. Vous dites qu'il faut faire une réforme des retraites correcte, ben venez. Contre la finance, vous n'êtes pas contre la finance, etc., etc. C'est tout ce discours politique qu'il faut développer, je pense. Et c'est très important, pas seulement politiquement, mais sur les catégories sociales, y compris, Sylviane, on connaît tous les responsabilités et le lien que tu as avec l'UGICT, mais les ingénieurs, ils peuvent s'identifier, ils peuvent souffrir, et en même temps s'identifier au problème du patron qui dit oui, mais il n'y a pas d'argent, il faut quand même payer ceci, cela. Et donc il faut dire justement, c'est raisonnable ce qu'on fait. Parce qu'on baisse un certain nombre de coûts, le coût du capital de la dette, pour se développer et pas seulement pour comment dire, remplir un fonds sans fin. Il y a une perspective. Je pense qu'on doit avoir ce souci, à mon avis, mais sans lâcher la transformation profonde et en réalité même une certaine utopie. C'est-à-dire la perspective d'une transformation, mais vers laquelle on va aller pas à pas, mais avec de la radicalité dans le pas à pas. Voilà. Alors, Je voulais aussi intervenir sur des choses qui vont peut-être pas être des répétitions, j'espère, mais des manières de dire autrement que ce que Frédéric a dit. Alors déjà, pour me présenter, je pense que beaucoup de gens ne me connaissent pas forcément, je fais aussi partie du secrétariat de la commission économie. Et je voulais revenir quand même, je voulais clarifier quand même quelque chose sur la question de la dette parce que je ne sais pas quel est le niveau en économie de la plupart des personnes ici. Et c'est une question, enfin, je pense que c'est un blocage dans la compréhension du fonctionnement de la dette qui gêne beaucoup de camarades pour arriver à comprendre que finalement une dette d'un État ne fonctionne pas du tout comme une dette privée d'un individu ou d'une entreprise. Enfin, c'est ce mécanisme-là qui explique que nous, on dit finalement la dette n'est pas tant le problème que la finance. C'est le mécanisme de roulement de la dette. Je voulais juste réexpliquer ça. Ça va peut-être pas servir à grand monde, mais peut-être que ça servira à certains. Et ensuite faire une remarque sur la question de la bataille politique. Alors, très rapidement, sur le roulement de la dette, l'État en fait, peut emprunter, enfin, fait rouler sa dette, c'est-à-dire qu'il rembourse ses emprunts avec de nouveaux emprunts. Donc, quand on dit que l'État est endetté, ça ne veut absolument pas dire qu'il ne rembourse pas le montant qu'il a emprunté, il le rembourse finalement à chaque fois. Donc, s'il fait un emprunt sur 10 ans, au bout de 10 ans, il rembourse sa dette. Simplement, il fait un nouvel emprunt pour pouvoir le faire. Et donc, les investisseurs dans les dettes d'État sont remboursés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un actif financier, la dette des États, qui est assez sûre pour les marchés financiers, parce qu'un État n'a pas d'espérance de vie finie, contrairement à nous, et donc va pouvoir rembourser euh, continuellement, et ça paraît assez sûr sur les marchés financiers. Et donc, c'est vrai que ce qui coûte réellement, ce qu'on prend sur notre budget, c'est bien la charge de la dette, c'est les intérêts qui sont demandés par ces investisseurs. Moi, je voulais juste clarifier ça parce que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, moi, des questions qu'on m'a posées par les camarades des sections. Et ça, je pense que c'est un blocage. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas effectivement que finalement, ce n'est pas 3000 milliards d'euros le problème enfin, qui est affiché pour nous faire peur. Le problème, c'est bien la charge de la dette et tu disais 58 milliards, c'est ça cette année, Fred, et 80, 66. 66. Ah oui, c'est ça. On avait eu un petit débat là-dessus. Voilà, donc ça c'était ma première remarque que je voulais faire, et c'est quand même fondamental parce que bon, l'idée c'est quand même de dire qu'on peut qu'on peut faire des nouveaux emprunts par la création monétaire sans comment dire pas forcément de manière illimitée parce qu'il faut, enfin, ça dépend de pourquoi on utilise cette dette. Là, c'est Frédéric a insisté là-dessus. Et effectivement, si on emprunte énormément pour alimenter le capital, on voit bien tous les soucis économiques que ça nous crée. Donc l'idée, c'est de pouvoir le faire. On peut le faire finalement sans danger si c'est pour alimenter le développement économique qui nous permet ensuite d'augmenter les recettes fiscales et de venir progressivement s'autofinancer quasiment même s'il faudra
enfin, toujours pouvoir utiliser cet emprunt disponible, enfin, cette capacité d'emprunt qu'on peut faire. Mais voilà, ça permet de s'autofinancer au final si on fait des dépenses utiles. Voilà. Et donc, je pense que c'est quand même central cette idée parce qu'il y a vraiment une différence dans le parti de compréhension sur ces enjeux-là entre le côté il faut faire qu'avec l'existant, donc il faut trouver l'argent quelque part dans ce qui existe. Et donc là, c'est vrai que sur les réflexions qu'on a hein, sur l'épargne qui est réalisée ou sur ben, voilà, les recettes fiscales qu'on peut prélever des impôts des plus riches, etc. Donc, bien sûr, il y a des manières de réajuster l'existant pour pouvoir financer, mais on peut faire avec du nouveau, on peut faire avec de la création monétaire, et ça, c'est assez central, je pense, dans la réflexion. Euh, et deuxième chose, donc je voulais faire une réflexion, moi, ce que j'entends beaucoup aussi dans le parti, c'est l'idée de finalement bah, le projet là enfin que ce soit le fond ou tout le programme politique qu'on envisage on ne pourra jamais le faire si on n'a pas pris le pouvoir sur la banque centrale et donc une impression de ça ne sera jamais possible et c'est des remarques que j'ai beaucoup de la part des membres du parti de dire finalement c'est un peu trop utopique c'est ce qu'on disait il faudrait qu'on ait le pouvoir d'abord avant de faire et ça, je pense qu'il faut vraiment mener la bataille dans le parti contre ça en disant on peut faire et que le problème n'est pas un problème finalement technique ou, j'ai envie de dire, de mandat électif. C'est pas, voilà, ça suffira peut-être, enfin, euh, si on a des postes, si on arrive à avoir par des mandats électifs des postes importants dans le monde politique, le monde économique, etc., évidemment qu'on aura des leviers d'action supplémentaires, mais les outils techniques, on les a, je pense que Fred les a aussi développés, mais finalement, c'est le fait que ça soit une vraie bataille politique, et je reviens un peu sur la question aussi, enfin, qui a été posée sur ce que ça signifie, c'est on voit bien que là, tout le débat public, toute la bataille politique, elle est remportée petit à petit par la droite. On le voit aussi, tu as parlé du budget du RN, mais on a le budget du PS, qui est aussi une autre cure d'austérité avec des économies aussi à faire. Et donc, on voit bien qu'on a besoin de tirer vers des propositions différentes. Et donc, c'est ça la bataille politique à mener. Et que finalement, c'est vraiment ça le centre. C'est quels critères poser à la dette, pourquoi on l'utilise. Donc, il nous faut de la démocratie. Et donc là, on tire toutes nos propositions derrière. Il nous faut du coup plus de démocratie dans les entreprises, dans les institutions financières, dans des nouvelles institutions démocratiques qu'on va créer. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est créer pour l'emploi, pour la formation, et pas forcément pour simplement l'investissement qui va alimenter le capital. Donc c'est vraiment ça, je pense, insister sur le côté, c'est pas des soucis techniques, enfin, on peut faire, voilà, il y a plein de manières de faire, on n'a pas besoin d'attendre que les traités européens sautent, on peut le faire parce qu'il y a des possibilités dans ces traités-là. Bien sûr, il faudra à un moment les transformer, mais on peut faire avant, on n'est pas obligé d'avoir de notre côté la Banque Centrale Européenne, il suffit. Il faut par contre, par une vraie bataille politique, la mener en imposant nos critères pour un autre type de financement. J'avais envie de rajouter deux choses dans le sens de ce que vient de dire Talia, hein, tout à fait la même idée. Alors, sur deux points. Sur le côté utopique, euh, on- bon, alors d'ailleurs, ces deux observations, je suis pas sûr d'avoir raison. Vous me direz si je suis, si c'est maladroit ce que je vais dire, mais euh, on en parlait hier avec notre camarade Alain Paquet. Si on se demande, si on pose la question, quel est le premier détenteur de la dette publique française? Alors, je pense qu'un certain nombre d'entre nous connaissent la réponse. La réponse, c'est la Banque de France. C'est-à-dire que les banques centrales ont été obligées de prendre dans leur propre bilan une partie de la dette publique des pays de la zone euro, et c'est pareil aux États-Unis encore plus, et en Grande-Bretagne, parce qu'eux, ils n'ont pas les mêmes inhibitions que ce qu'on a eu avec le traité de Maastricht. Et donc, ça existe. Hein, alors, ils ont été obligés parce que c'était la crise en 2008 et après, en 2020, et que c'est la seule solution dans un certain nombre de cas. Et bien, aujourd'hui, c'est la seule solution. Il faut absolument que les banques centrales contribuent par leur pouvoir de création monétaire aux avances qui permettent de développer l'économie. Et puis, alors, une deuxième observation
qui est peut-être idiote, mais alors, Talia a tout à fait raison d'insister sur les explications qu'elle a données sur la nature de la dette publique, qui n'est pas, comme prétend Marine Le Pen, quelque chose qui doit être remboursé, c'est un devoir moral, bien entendu que non. Les États empruntent, remboursent, empruntent, etc. Et en 2025, on va rembourser 125 milliards d'emprunts antérieurs qui arrivent à échéance, et on va emprunter 250 pour rembourser cela et reconstituer et augmenter la dette supplémentaire et couvrir le déficit. Donc ça, c'est le coût de fonctionnement normal d'un État. Et donc, on ne peut pas comparer avec le discours moralisateur qu'on entend sur la dette. Cela étant, même si on laisse de côté cet aspect fondamental des choses, moi, si je suis un Français, disons, à l'aise, qui gagne 40 000 euros par an, s'il emprunte 50 000 euros pour acheter son logement à 15 ans, eh bien, son taux d'endettement, ça va être 125%. Il va avoir une dette de 125% de son PIB. Son PIB, c'est son revenu annuel, son salaire, par exemple. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. En revanche, là où le problème se pose, c'est s'il perd son emploi. S'il devient chômeur, qu'il n'a plus de salaire, là, il va avoir un problème pour rembourser sa dette. Et en fait, le cas de l'économie française, c'est pas qu'elle est au chômage, mais c'est qu'il y a une personne sur 5 dans ce pays qui est soit au chômage, soit dans une situation de chômage partiel contraint, soit dans des catégories que l'INSEE classe dans le halo du chômage, ce qui fait que c'est un manque à gagner considérable pour l'économie. Et c'est ça qui nous affaiblit. Donc, une autre façon imagée d'exprimer ce que, me semble-t-il, Frédéric a expliqué au début. C'est qu'on a une faiblesse qui tient au fait que la réponse, c'est d'abord de donner la priorité au développement de l'emploi efficace, avec des formations, avec des capacités à développer et à contribuer à la richesse générale. Et c'est comme ça qu'on dégage les ressources nécessaires pour financer ensuite tout le reste, car le développement des services publics, la sécurité sociale et empêcher une explosion de la dette publique. Et donc ça suppose aussi qu'on commence par avancer de l'argent, et ça va au-delà de la simple utilisation de l'épargne existante. Il faut vraiment relancer la machine en ayant comme critère et comme objectif central le développement de l'emploi dans l'économie et aussi, bien entendu, des emplois publics. Ce qu'a souligné effectivement Talia, ça me paraît important qu'on prenne la dimension qu'on est aujourd'hui dans. On passe de la théorie à la pratique tout le temps. Mais là, avec toutes les questions qui sont portées sur la dette, les dépenses et les attaques violentes qui se sont multipliées contre l'emploi, contre le droit du travail, etc. On est dans une période où tout se concrétise par rapport à ce que la Commission économique dit. Et ça me paraît important de faire un effort pédagogique pour demander. Les efforts sont faits, c'est pas ça, mais je vois souvent, c'est très attristant de voir que, par exemple, quand on parle des aides publiques et des 211 milliards, moi je l'ai lu partout, dans tous les messages que j'ai pu lire, dans les groupes dans lesquels je me retrouve, WhatsApp, etc., ou dans les mails. Les militants, les gens engagés qui, y compris, peuvent partager nos idées, en fait, restent bloqués là-dessus. Ah, on aide les entreprises. Donc, la conclusion qu'il faut tirer de l'attention qu'ils portent à ce montant de 211 milliards, c'est qu'il faudrait couper ces 211 milliards. Ce qui est complètement contraire à ce qu'on dit, c'est les aides publiques, ça doit se faire comment, ça doit se faire pourquoi, etc. Et je crois que là, on est vraiment dans une période où, pour les militants, à la fois syndicaux, les militants, enfin le Parti communiste et ses militants, ses adhérents, mais pas seulement les populations, c'est important de revenir sur ces choses. C'est quoi la dette? C'est quoi les dépenses? De quel type de développement on a besoin? Et finalement, d'essayer de faire basculer sur l'idée que là, on veut nous imposer un mode de fonctionnement dans un pays qui est contraire aux attentes des gens et aux besoins. Et je pense qu'on a vraiment beaucoup d'arguments
pour défendre cette idée que développer autrement et mettre l'économie au service, non de la finance, mais du quotidien et de la réponse aux besoins des gens pour bien vivre, pour réussir à développer des choses sur tous les plans, y compris culturels. On ne peut pas, là, je trouve qu'on a vraiment l'occasion de dire, y compris que ce gouvernement, il nous emmène dans le mur parce qu'il nous enfonce dans une récession qui va nous faire perdre des capacités, qui nous en a déjà fait perdre, hein. Mais je pense que là, il y a des gens qui peuvent être attentifs à ces questions-là. Et tous le plus triste, hein, moi qui suis engagé syndicalement, le plus triste serait d'engager les gens sur des mobilisations euh, comment dire, sans perspective, quoi. Et les perspectives, elles peuvent pas se construire n'importe comment. Et je pense que là, la Comeco, elle a un rôle vraiment fondamental à faire auprès de la direction du parti. Je le vois dans ce qui s'exprime quand même, que ce qui est développé par la commission commence à interroger les camarades, etc. Mais je pense qu'on aurait besoin de balayer sur... je veux dire, les communistes ne sont pas à l'abri de dire n'importe quoi sur les 211 milliards et les aides publiques. Ils ne sont pas à l'abri de dire n'importe quoi sur les riches et de penser que le voisin à côté qui gagne un peu plus est un riche, quoi. Et on a besoin, je pense que là, on a l'occasion de percer un peu plus et de partager davantage. Voilà, je pense. Je ne sais pas si la fête de l'UMA, par exemple, ne serait pas l'occasion de revenir, comme le faisait Talia, sur c'est quoi la dette, quoi. Peut-être avoir un papier qui redise ce que c'est, quelle conception on a et ce qui est porté. Voilà, c'est ce que moi, ton introduction, Frédéric, et puis le débat m'inspire, quoi. Après, j'avais posé la question sur le RN, dans la mesure où il y a quand même enfin, je veux dire, on le constate tous, un potentiel électoral fort pour le RN et des réflexes de ras-le-bol des gens, etc., mêlés à tout le discours anti-immigré très dangereux. On a, je pense, un effort à faire sur les propositions du RN aujourd'hui et le fait qu'il ne changera rien à la vie des gens tous les jours. Mais ça, on le dit, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à le porter davantage auprès de ceux qui sont sensibles à ce que dit le RN. Je ne parle pas des fachos convaincus, mais de l'électorat, y compris dans les entreprises, quoi. Parce que les ingénieurs n'écoutent pas que leur direction aujourd'hui. Enfin, pas plus que les ouvriers d'ailleurs, hein, mais ils ont un autre rôle dans l'organisation du travail, mais ils sont aussi de plus en plus sensibles aux arguments du Rassemblement national, et ça, c'est hyper dangereux. Je voulais dire quelques mots sur la commission d'enquête. La commission d'enquête. Moi, je crois que on peut en tirer pas mal d'enseignements de cette commission d'enquête, bon, y compris sur le sujet dont on discute. La première chose, c'est quand même une révélation, les 210, 211 milliards d'aide publique. Jamais on avait sorti un chiffre aussi précis et aussi important. Et je crois que ça a beaucoup marqué les gens. Les gens en parlent beaucoup. Donc, c'est vraiment un élément très important dans le débat public. La deuxième chose qui me semble très intéressant aussi, c'est que contrairement à ce qu'on a souvent prétendu, on voit que l'UMA a su se saisir de cette bataille politique. C'est-à-dire que l'UMA a suivi presque au jour le jour cette commission d'enquête et en a fait une grande campagne, ce qui a permis de sensibiliser aussi les gens sur cette question. C'est d'autant plus intéressant que je crois que le rôle de l'humanité dans des campagnes politiques, c'est essentiel. Sans l'humanité dans une campagne politique, on est à la ramasse. Et je vois que on en fait encore la démonstration avec les fonds publics, où de ce point de vue-là, l'humanité a joué un certain rôle pour populariser
ce gâchis de fonds, ce manque de contrôle, etc., etc. Alors ensuite, par contre, il y a des limites dans la manière dont on a présenté les choses et la campagne. On s'en est tenu à la dénonciation, c'est-à-dire qu'on dénonce le fait qu'on ne maîtrise pas toutes les campagnes et le fait qu'on continue à verser des dividendes tout en donnant des aides publiques ou on continue à licencier tout en donnant des aides publiques. Donc c'est vrai que ça, c'est pas suffisant pour, à mon avis, pour montrer l'importance que peuvent avoir une autre politique des aides publiques. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut bien voir que les aides publiques, c'est très efficace. À mon avis, c'est très efficace. L'exemple, c'est les exonérations de cotisations sociales. Les exonérations de cotisations sociales, elles ont atteint leur objectif. L'objectif des exonérations, c'était de baisser le coût du travail. Et en maximisant les aides publiques quand on est au SMIC et en les faisant diminuer au fur et à mesure qu'on augmente le salaire, les aides publiques, elles ont été une incitation formidable pour les patrons de ne pas augmenter les salaires. Ce qui fait que la France est devenue un pays de bas salaire et c'était l'objectif du capital parce qu'il voulait augmenter ses profits. Et vous avez bien vu à quel point, depuis les années 90, les profits ont explosé au détriment des salaires. Voilà. Donc, ça peut être efficace. Alors, ensuite, dans les solutions, moi, je pense qu'il y a aussi une limite dans la commission d'enquête, c'est le type de solution. C'est-à-dire, les solutions, ça renvoie à l'administration un petit peu, quoi. C'est-à-dire, il faudrait que l'administration, elle donne elle donne aux députés la possibilité de connaître ce que reçoit réellement chaque entreprise avec un grand tableau qui nous permettrait de savoir toutes les aides qui rentrent, etc. Et ça, je pense que c'est limité. Et d'ailleurs, la question s'était posée quand on avait voté la loi sur le contrôle des fonds publics en 2001. Cette idée-là avait été avancée et on avait dit mais on va se retrouver, on va nous présenter un tableau avec des chiffres, mais les salariés, les organisations syndicales, les élus, tout ça, ils n'auront aucune prise. Et donc c'est pour ça qu'à l'époque, et je crois qu'on reprend l'idée aujourd'hui toujours, c'est-à-dire euh, pour, euh, pour une autre politique des aides publiques, il faut qu'il y ait un contrôle d'efficacité et d'intervention des salariés et un pouvoir des salariés sur l'utilisation et le contrôle de ces fonds publics. Alors à l'époque, on avait fait des commissions de contrôle dans chaque région. Il y avait 22 régions à l'époque. On avait fait des commissions de contrôle dans les 22 régions. Bon, la loi a été abolie quand la droite est revenue, mais je pense que ce côté nouveau pouvoir des salariés de saisine de la commission pour les salariés dans leur entreprise connaître et critiquer l'utilisation des fonds publics est une démarche très, très, très importante. Voilà. Et ensuite, la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il y a aide publique et aide publique. Il y a des aides publiques qu'il faut absolument faire régresser. En particulier les exonérations de cotisations sociales qui sont vraiment des aides qui sont très, très négatives et qui favorisent pas le développement de l'emploi. Mais par contre, il y a d'autres aides publiques, notamment ce que nous, on a toujours défendu, c'est-à-dire le crédit bonifié en fonction du nombre d'emplois et de formation et d'intervention, enfin de progrès pour le écologique. Je pense que ça, c'est des critères c'est une forme, ce crédit à l'investissement sous ces critères-là, c'est vraiment quelque chose de très efficace en termes d'efficacité, c'est-à-dire que c'est avec le moins d'argent public et avec la bonification, on associe les banques pour le financement de ces crédits. C'est ce qui permet de créer le plus d'emplois avec le moins d'argent public. Et ça, c'est très important. Voilà ce que je voulais dire. Pour rassembler les choses, hein.
je pense vraiment les trois temps, donc chacun assis sur un temps, mais je pense et à notre façon, suivant le terrain, ils peuvent s'articuler, c'est-à-dire les causes, c'est pas la dette, c'est la finance. Et j'insiste parce que par exemple, il y a une camarade qui parle de Bocquet. Bocquet, il n'est pas clair sur la dette. Il donne l'impression que toute dette est mauvaise. Il donne l'impression, et puis il écrit ailleurs le contraire. Donc il y a une chose et son contraire. J'étais avec lui. Mais tant mieux si les camarades comprennent autre chose. Mais il écrit ça aussi. Et donc, la question, c'est la façon dont elle est faite, les marchés financiers et la finance. Et le fait que le pays n'a plus. On a abattu le pays, et donc on lui enlève les moyens de relever les défis, dont le défi de la dette. Et ça, c'est vraiment notre âme de communiste, on peut le dire assez facilement. Premier temps. Deuxième temps, Bayrou, il renforce ça. Et donc, c'est une folie. Il va faire souffrir les gens, donc ceux qui hurlent. Mais aussi, c'est inefficace, c'est un truc sans fin. Et ça fait venir le RN. Et troisièmement, des avances pour se développer. Et donc, la bataille politique, à mon avis, c'est il faut un développement du pays. C'est ça la bataille politique. Et un développement du pays demande recherche, éducation, santé, donc les services publics, et demande un autre comportement des entreprises, une nouvelle industrialisation, que ce soit, comment il s'appelle, la sidérurgie dans le nord ou dans le sud, que ce soit les composants à Grenoble, que ce soit Sanofi, la pharmacie, tout ça, ça demande un autre développement. Donc, la bataille politique, c'est est-ce qu'il faut développer le pays ou non? Et s'il faut le développer, quels moyens on se donne? Et pour le développer, le cœur, c'est les salariés et leurs compétences et un autre type d'investissement. Un investissement qui appuie l'emploi et pas un investissement qui démolit les femmes et les hommes et qui les surexploite. Donc ça nous emmène tout de suite sur d'autres dépenses publiques, mais plus de dépenses publiques pour la recherche, la formation, l'éducation, la santé. Et un autre comportement des entreprises, l'emploi, la formation et l'investissement qui appuie. C'est ça. Et donc, deuxième point, il faut plus de dettes. Il faudra plus de dettes. Et c'est pour ça, alors on peut le dire de façon provocatrice, là je le dis exprès de façon provocatrice, et on s'en est toujours sorti par plus de dettes. Parce que c'est comme la marche en avant. Je fais un pas en avant, donc je me lance avec la dette. C'est pas pour ça que je vais tomber. Pas parce que il y a de la boue, il y a des trous sur terre que je fais pas de pas en avant. Non, je peux faire. Il faut que je maîtrise, que j'ai la jambe solide, que je mette pas le pied n'importe où, dans une flaque de boue ou dans un tas de ce que vous voulez. Voilà, un tas de merde. Voilà, je glisserai, je tomberai. Donc il faut savoir où on met le pied. Bien sûr, pas à filance, etc. Donc j'avance. Et je rattrape par la production, le deuxième pas. C'est ça. Et donc, c'est remettre le pays euh, en vie, en- en marche. Ça fait un peu bizarre, ça fait trop mécanique, mais c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que je dis des avances plutôt qu'une dette, c'est pour pas rentrer dans l'aspect moral de la dette. Des avances pour se développer. C'est ça. Euh, euh, alors, ce qu'a dit Talia est très important, et je renforce encore ce qu'elle a dit, elle a raison. Je vais l'intégrer dans la façon de présenter les choses, mais il faut rajouter encore, je pense, la différence avec un ménage. Alors, Denis a fait le lien, mais c'est la production. C'est-à-dire, les dépenses permettent une production nouvelle. Les dépenses de recherche d'éducation vont permettre une production nouvelle. Alors, c'est ce que dit Denis en disant, le problème du salarié, c'est que s'il ne peut plus produire, là, il ne va pas pouvoir rembourser sa maison. Pourtant, sa maison, c'est pas malsain d'être endetté pour l'acheter. Voilà, c'est ça ce que dit Denis. Et donc, la première chose, c'est qu'on peut ajouter, c'est ça. Et la deuxième chose qu'on peut ajouter, c'est qu'il y a une contrepartie à la dette. Parce que ils prétendent qu'on laisse une dette à nos enfants. Alors, on préfère laisser des hôpitaux morts, une médecine qui n'existe plus, une planète dégradée, des forêts qui brûlent, pas de gymnase, pas de crèche, c'est ça qu'on veut laisser à nos enfants? Si au contraire, on leur laisse, oui, du remboursement à faire, mais parce que ils peuvent se soigner, ils peuvent se former, ils vivent mieux dans un meilleur pays, c'est ça, on leur laisse une vie meilleure. Et je pense qu'il faut contrer Bayrou là-dessus. C'est-à-dire une contrepartie à la dette. On laisse des gymnases, des écoles, des conservatoires, des salles de spectacle, mais aussi de la santé, etc. C'est ça, il faut penser à la contrepartie chaque fois en fonction des gens qu'on a en face de nous. Et c'est pour ça que le débat,
et je reviens sur le premier point du développement, et comme a dit Sylviane, c'est quelle, comment dire, quelle gravité que Bayrou il emmène les gens sur comment on se coupe un bras et quel bras on se coupe. Et le RN, il suit ça. On devrait avoir un pays qui dit combien il faut mettre pour la recherche, combien de profs et dans quel truc, combien de chercheurs, combien de travailleurs, créateurs qui vont nous trouver la façon de faire du bon acier, qui vont concevoir les voitures ou les modes de transport, euh, combien d'artistes. C'est ça qu'on devrait, c'est ça la politique. Je pense qu'on doit aider à faire penser ça. Et l'intendance doit appuyer ça. L'intendance, c'est la finance, vous m'avez compris. Donc voilà, résister et construire. Euh, alors, euh, euh, comment dire, pour finir sur la fête de l'humain, parce qu'on a des petits rendez-vous, on peut se voir aussi, enfin, et se toucher, parce que là, on se voit seulement. Et puis voilà, c'est d'autres types d'interactions. Donc, Evelyne, elle fait un débat sur la dette dimanche après-midi à la Cité du Livre ou l'Espace du Livre, je ne sais plus comment ça s'appelle, à 15h30, c'est ça, Denis? 13h45. 13h45, pardon. Donc, juste après manger. 13h45, Evelyne, Cité du Livre, avec deux membres de l'arc de gauche, Dany Lang, qui est plutôt lié à LFI, mais qui est tout à fait fréquentable, et je ne sais plus qui, Denis, Et Ulrich Lepont, qui est Ulrich Lepont, chercheuse à qui est Sciences Po. une économiste à Sciences Po, et qu'on a découvert et qui converge avec des choses qu'on dit sur la dette. Donc, Spécialiste des Evelyne, politiques européennes. voilà, et qui est sur l'Europe, les questions de politique européenne. Donc, Evelyne, Espace du Livre, 13h45 dimanche. Euh, Talia, débat à la Sarthe, au stand de la Sarthe, dimanche midi, sur la sécurité de l'emploi ou de formation. Euh, le vendredi soir, on aura un débat avec les syndicalistes sur ces questions de l'industrie et de la récession et de la situation dans le pays. Au stand de la Drôme, 17h30 vendredi soir. Et enfin, samedi à 16h dans les Hauts-de-Seine, m'a fait organise un débat entre moi et l'économiste du Parti socialiste Lim Guan Hoc sur ces questions de l'austérité. Où il va essayer de nous vendre le programme du PS en disant ouais, on fait un petit peu, mais on fait quand même. En fait, nous, on a montré dans une note qu'ils font entre 60 et 80% de moins que ce que proposait le nouveau Front populaire. Voilà, mes camarades.